Bonsoir à toutes et à tous à ce grand événement du Lierre que nous organisons à plusieurs mains, à plusieurs organisations, enfin, à plusieurs personnes. Mais je vais en toucher un mot tout à l'heure. L'événement s'appelle Pour une diplomatie environnementale à la hauteur des enjeux, renouveler la vision, renforcer l'action. Le titre de cet événement, c'est aussi le titre d'une note qui est sortie officiellement il y a maintenant 1 heure et demie. Donc c'est en ligne sur le site du Lierre. Si vous voulez, après la soirée, y jeter un coup d'œil, ça nous ferait très plaisir. Clémence va vous présenter cette note tout à l'heure. Donc elle va rapidement expliciter les 14 recommandations que le Lierre a formulées pour pousser pour une diplomatie environnementale à la hauteur des enjeux. Après cette présentation de Clémence, nous aurons la chance de pouvoir écouter 4 intervenants de choc que Clémence présentera également tout à l'heure. Je voulais vous dire quelques mots sur le Lierre. J'ai l'impression que vous êtes assez nombreux déjà à être membres du réseau, mais ceux qui ne le sont pas peut-être seraient intéressés à savoir qui nous sommes. Donc le Lierre est un réseau d'acteurs publics, de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, d'agents publics au sens large, mais également d'acteurs publics qui travaillent sur des politiques publiques, que ça soit des consultants, des chargés de mission dans des ONG, des dirigeants de la société civile, aussi des assistants parlementaires et pas mal de chercheurs. Nous sommes structurés en groupes locaux. Nous avons une quinzaine de groupes locaux, un peu partout en France, dans les grandes villes et de plus en plus dans des villes moyennes. Et on existe aussi à Bruxelles, à Washington, un peu au Kenya. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle du Kenya. Nous sommes aussi structurés thématiquement, en groupes thématiques. On en a une douzaine, dont une sur l'agriculture et l'alimentation, dont vous avez pu entendre parce qu'on a été assez prolifique sur ces sujets ces derniers temps. On a publié 3 notes et 2 autres notes sur la territorialisation des politiques agricoles et une autre sur la justice sociale et les agriculteurs sera publiée dans les mois à venir. Nous avons déjà publié une trentaine de notes, donc de policy papers, mais aussi beaucoup de tribunes. Et surtout et avant tout, nous organisons des soirées, des événements, des moments conviviaux, des formations, des séances de co-développement et tout autre format en présentiel, en ligne, en hybride, à Paris, mais aussi un peu partout en France, à Bruxelles et à Washington, comme vous avez compris. Une bonne nouvelle, avant la bonne nouvelle, nous sommes financés déjà par 3 fondations. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis maintenant quelques semaines, nous sommes officiellement une association d'intérêt général, ce qui est une bonne nouvelle pour vous, parce que si vous adhérez, vous pouvez défiscaliser vos adhésions et récupérer 66% de l'investissement que vous mettez dans le Lierre. Donc si vous adhérez pour 50 €, finalement, ça vous revient à 17 €. Voilà, j'insiste parce que c'est grâce à ça qu'on peut vous offrir des apéros. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais on va vous offrir un apéro après. Donc voilà, c'est aussi grâce à ces adhésions. Alors, je vous ai parlé du Lierre. Vous êtes quasiment 200 inscrits. J'ai un peu regardé qui vous étiez, parce que vous avez tous gentiment rempli un Google Docs. Vous êtes pas mal d'ingénieurs, de l'IGN, d'Air Liquide, de CRE. Vous êtes aussi pas mal d'étudiants, de Paris 1, de l'ENS, de l'ESIT, de Sciences Po, de l'ESSEC, d'AgroParisTech, de Centrale, de Sciences Po Ex, de ENS Ulm, de l'INSP. Bienvenue à vous tous. Vous êtes aussi et surtout assez nombreux fonctionnaires. Donc pas mal de diplomates et négociateurs climat. Négociateurs climat. Vous êtes pas mal de Bercy, quelques personnes du ministère de Logement, de l'Éducation nationale, de la Cour des comptes
et quelques personnes évidemment du ministère de la Transition écologique. Le ministère de l'Agriculture, d'agences, de Baby France, d'établissements publics, de l'Académie du climat, du Haut Conseil pour le climat, de Haut Conseil du climat, de Haut Conseil pour le climat, de l'OFB, de l'ADEME, etc. Vous êtes pas mal d'associatifs, CCFD Terre Solidaire, No Plastic in My Sea, MEDEF, Pour un réveil écologique, WWF, Collectif Déclic. Donc vous êtes un groupe de personnes assez hétéroclites, venant d'horizons divers, aussi des gens de Danone et de cabinets de conseil. Bienvenue à vous aussi. Je précise tout ça parce que ça sera peut-être utile pour comprendre pourquoi nous allons dans une direction ou dans un autre tout à l'heure dans les discussions. Encore un mot sur le Lierre. Nous sommes cette année partenaires du Climat Libétour, donc du journal Libération. On a été à Grenoble, à Marseille. On va à Dunkerque et à Nantes le mois prochain. On présente le 5 novembre pour nos membres un bouquin qui s'appelle La haine des fonctionnaires, publié par Willy Pelletier, Julie Gervais et Claire Lemercier. Et le 23 novembre, on fête nos 5 ans. Ça va être l'anniversaire du Lierre avec Valérie Masson-Delmotte, avec Mylène Jacot de la CFDT, avec Selma Mahfouz du rapport Mahfouz-Pisani-Ferry. Il y aura Noël Mamère, Benoît Loguet de I4C, il y aura la Fabrique de la Transition, il y aura nos services publics qui nous a presque fourni une première ministre, il y aura l'Institut Avant-Garde, il y aura Réseau Action Climat France, il y aura Sens du service public, etc. Donc notez-vous dans l'agenda, samedi 23 novembre. Divers ateliers que je ne vais pas vous raconter. Le 4 décembre, il y aura un événement sur le ministère de l'Agriculture et la Transition écologique. Ça va être intéressant. Ça sera avec les alumni de l'AgroParisTech. Et on va publier un guide sur les ressources humaines et la transition écologique. Donc comment, à travers les ressources humaines, on peut influencer également la structuration des administrations sur ces questions de transition écologique. Merci. Merci pour votre écoute. Merci à l'Académie du climat de nous recevoir. Merci d'être un partenaire régulier depuis un bout de temps déjà. Merci à Viviane Trèves qui n'est pas là ce soir et à Adrien Brégé qui ont coordonné cette note dont Clémence va vous parler dans un instant et qui ont aussi participé à l'organisation de cet événement. Je vous ai parlé du Kenya tout à l'heure parce que Viviane travaille à la United Nations Environmental Programme à Nairobi au Kenya. Donc c'est de là-bas qu'elle a participé à tout ça et elle sera de retour, on espère, vers la fin de l'année à Paris. Merci beaucoup à Fanny, donc à Fanny Babalone qui est la chargée de mission du Lierre pour nous avoir aidés dans l'organisation, la logistique et la communication de cet événement. Merci à Tiffaine Langlois, l'autre chargée de mission du Lierre. Merci à la GT Diplomatie Environnement pour le travail sur cette note. Merci à Clémence Boulanger et à l'équipe d'animation pour la présentation et l'animation de cet événement. Merci à tous les intervenants qui seront là ce soir et merci à vous pour être présent en nombre. Je m'appelle Clémence Boulanger, je suis au bureau du Lierre depuis 3 ans et j'ai passé 3 ans au ministère de la Transition écologique à la direction de l'action européenne et internationale où j'ai pu donc baigner dans le beau milieu des négociations internationales. Je m'occupais de la déforestation et de la protection des forêts. Maintenant, j'ai rejoint le Quai d'Orsay où je travaille à la direction de l'Union européenne. Donc j'en profite, encore un petit mot de remerciement pour Viviane Trèves, qui est du coup à Nairobi et qui a beaucoup contribué, porté cette conférence et cette note que j'ai l'honneur de présenter. Exercice difficile de présenter une note quand on ne l'a pas écrite, mais je vais essayer d'être à la hauteur. Les COP, les négociations climatiques, c'est un sujet un peu annuel qui revient très régulièrement. On avait pu organiser avec le Lierre en 2022 qui était aussi une année à double COP, avec la COP biodiversité et la COP climat. On avait organisé une conférence sur le sujet, qui avait aussi fait salle comble. On avait invité Jourdain Vaillant et Virginie Dumoulin à l'époque. Et donc nous revoilà 2 ans après pour reparler du sujet, pour se reposer la question. On peut effectivement toujours partir du principe que la France a un rapport particulier, personnel, sensible avec la diplomatie environnementale, un rapport qui est sans doute né en 2015 avec l'accord de Paris, moment fondateur où on a créé cette task force interministérielle de négociation climatique qui a aussi énormément mobilisé la société civile dont on peut toujours être très fier en France sur ces sujets.
Et on voit qu'on continue toujours à avoir ce rôle de leader, ou en tout cas à le pousser, avec notamment le lancement de cet objet un peu étrange qui est le One Planet Summit. Donc là, on a eu un One Ocean Summit, un One Forest Summit, et cette année, un One Water Summit, qui est donc annoncé en décembre. Donc on voit qu'il y a toujours cet objectif, même sur des thématiques sectorielles. Et enfin aussi l'accueil de conférences. On peut penser à l'accueil du SIN3 sur le traité plastique l'année dernière, et bien sûr de la conférence des Nations Unies pour les océans en 2025. Donc on a cette diplomatie française qui ne manque pas d'ambition, mais est-ce qu'elle manque de moyens? J'aimerais mentionner en fait un sujet qui a eu lieu cette année, et je vois d'anciens collègues du ministère de la Transition écologique dans la salle qui l'ont vécu, qui a été le report de la compétence de négociation climatique du ministère de la Transition écologique au ministère des Affaires étrangères. Donc peut-être pour ceux qui ne sont pas dans l'administration, ça peut être un peu niche, mais en fait ça montre quand même une volonté d'essayer des nouvelles choses. Donc, la négociation climatique a été au Quai d'Orsay pendant 6 mois. Donc, d'un remaniement à l'autre, maintenant, elle est de retour au ministère de la Transition écologique, à seulement quelques semaines du début de la COP Climat. Donc, ce qui montre que l'administration elle-même cherche un peu son portage de la diplomatie environnementale. Et nous, au LIER, on est là pour l'aider. Donc, on avait plein d'idées, d'où la publication de cette note, donc, comme l'a mentionné Adam, qui est en ligne. Note qui a été rédigée par le groupe de travail diplomatie du LIER, que je vous invite à rejoindre si vous êtes intéressés. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc, ce groupe thématique a publié cette note pour une diplomatie environnementale française à la hauteur des enjeux, renouveler la vision, renforcer l'action. Je vais vous la présenter. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce qu'on est surtout là aussi pour écouter notre panel et pour entendre vos questions à la fin. Donc, commencez déjà à cogiter à des questions à nous poser. Alors, la note, en fait, elle est partie. Pourquoi est-ce qu'on l'a publiée maintenant? Parce qu'elle est partie d'un sentiment, d'une certaine déception de voir lors des élections européennes en juin, puis lors des élections législatives, le sujet de la diplomatie environnementale complètement absent. Comme s'il y avait eu un momentum après l'accord de Paris qui maintenant ne se retrouvait plus dans le débat politique national, n'intéressait plus. Donc on a voulu alimenter sur le sujet et peut-être le faire mettre à l'ordre du jour des programmes des partis. Donc c'est des propositions pour structurer une stratégie française renouvelée en matière de diplomatie environnementale. Il y a 14 recommandations opérationnelles. Je vais en citer quelques-unes, mais je vous laisserai découvrir en détail les autres lors de votre lecture. Donc on part d'un constat. Et on verra si nos intervenants ce soir le partagent, qui est que la diplomatie française, la diplomatie environnementale française est une des plus ambitieuses au monde. Mais qu'elle pêche par un manque de financement, une incohérence entre les objectifs et l'action, et un manque de portage politique. Donc pour ça, on propose un changement de méthode et d'adresser donc les problèmes structurels de l'administration que j'ai pu évoquer à l'instant. Donc d'abord, on procède à un rappel que l'action diplomatique environnementale est nécessairement internationale, parce que les sujets environnementaux, c'est peut-être impensif de le dire, mais ne s'adressent réellement quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, quand on parle de la perte de biodiversité, de la pollution. C'est des sujets qui n'ont de sens que si on les adresse au niveau mondial. Nous, niveau France ou même européen, on va toujours être assez limité. Et c'est une approche donc mondiale et solidaire qui ne peut s'entendre de même que dans une perspective de solidarité nord-sud. Donc là, premier postulat. Ensuite, on revient un peu, donc là je vais commencer par le positif, sur l'historique de la France, qui a été un pilier pour la structuration des engagements, accord de Paris, qui a été aussi un soutien scientifique important, avec la fierté d'avoir des nombreux scientifiques au GIEC et à l'IPBES français, et aussi qui est donc hébergé les conférences et qui continue à accueillir et à présider. On peut parler aussi de l'alignement des financements, avec notamment l'AFD, qui, si je ne me trompe pas, ou si on ne se trompe pas dans la note, est une des agences de développement qui a aligné ses objectifs sur l'accord de Paris. Je crois que c'est une de celles au monde. Et aussi de certaines initiatives et innovations en termes de finances climat. Il y a des plus grands spécialistes dans la salle que je laisserai s'exprimer là-dessus. Mais, voilà le mais, parce qu'au LIER, on est quand même là pour faire des propositions. Les financements sont trop faibles, reposent trop sur les prêts. On peut mentionner par exemple une baisse de l'aide publique au développement dans sa part du revenu national brut qui représente 0,5% en 2023. Donc il y a eu un engagement du président Macron à passer à 0,7%, mais pour l'instant il est toujours à 0,5%. De même, les dons dans la finance climat ne représentent que 17%.
ce qui limite le champ d'action, ce qui limite les actions qui vont être financées, quand on passe que sur essentiellement des prêts, en fait, donc pour avoir une plus grosse part de dons et moins de prêts. Deuxième volet, c'est le manque de cohérence. On peut toujours mentionner le soutien à des entreprises pétrolières climaticides. Donc on me rappelait l'ouverture de 8 nouveaux forages pétroliers à Arcachon sur le territoire français. Donc toujours un peu cette ambiguïté de prêcher la bonne parole, mais de ne pas la mettre en œuvre sur son territoire. Et aussi une complication entre les positions qui vont être portées par la France dans les enceintes environnementales par rapport à d'autres enceintes, notamment européennes, sur l'énergie, l'agriculture, le libre-échange. Donc cet enjeu de cohérence qui nous est reproché lors des négociations, hein, qu'on entend souvent revenir comme une certaine hypocrisie. Troisième point, c'est le sous-investissement de certains contenus thématiques. Donc là, je ne les citerai pas tous, mais l'idée qu'en fait, on n'est pas encore assez exhaustif dans notre approche de la diplomatie environnementale. Premièrement, l'adaptation au changement climatique. Encore trop d'investissements dans l'atténuation et on n'est pas prêt à faire face à ce mur de l'adaptation qui nous arrive dessus. Deuxièmement, la pollution chimique et les déchets. Donc bien sûr, il y a le traité plastique, mais il y a aussi toutes les autres formes de pollution qui ne sont pas assez investies par cette diplomatie. Et un troisième aspect assez intéressant, je n'y avais pas pensé, mais qui est dans la note, qui est les enjeux numériques. Comment est-ce que la France va investir cet enjeu d'une coopération numérique internationale pour l'écologie ? Quatrième et avant-dernier reproche, ou en tout cas constat, le besoin d'un changement de méthode avec une diplomatie qui serait plus proactive et plus partenariale. En fait, pour avoir travaillé sur un One Planet Summit, un peu cette impression que la France lance des coalitions unilatérales, qu'elle a du mal et qu'elle épuise ses partenaires. Et souvent, ce reproche qui est fait d'avoir des opérations de communication françaises en termes de diplomatie qui, en fait, n'aboutissent à rien. Alors, on pourra en discuter, mais une fatigue des partenaires, un défaut de redevabilité, de lisibilité et d'efficacité des coalitions thématiques, pour citer peut-être la disparition de l'Alliance pour la préservation des forêts tropicales. Si vous savez où elle est, je ne sais plus. Une faiblesse au niveau européen, donc un manque de mobilisation ou un manque d'investissement au niveau européen, et un manque d'écoute et de collaboration, en un mot d'empathie, avec les pays du Sud. Donc là, c'est un peu sur la méthode, ces manques-là. Et le dernier, un manque d'investissement politique et un problème structurel de l'administration, avec une faible formation au sein du Quai d'Orsay quand on sort de la Direction générale de la mondialisation qui porte ces négociations. Je peux en témoigner en changeant de direction. Et aussi au niveau ambassadeur, au poste et dans les directions géographiques, en fait, un manque d'intérêt, de formation sur ces sujets. On fait le constat au niveau du LIR dans toute l'administration en général, mais qui en l'occurrence est pertinent pour la diplomatie environnementale. Manque de coordination avec l'AFD et un portage ministériel qui est un peu noyé par des ministres. Donc si c'est le ministre des Affaires étrangères, il traite de plein d'autres sujets. Si c'est le ministre de la Transition écologique, il traite de plein d'autres sujets, notamment au niveau national. Donc ce portage politique au niveau ministériel est un peu à la discrétion du ministre en fonction de son intérêt pour le sujet et de souvent sa capacité à parler anglais. Alors du coup, on en arrive aux 14 recommandations. Je ne vais pas faire les 14. Je vais juste en citer 5. On a 2 grands axes. Le premier, c'est donner à l'administration les moyens d'une ambition renforcée, à la hauteur des enjeux. Et deuxièmement, s'investir dans des initiatives et actions thématiques à fort impact. Alors, première recommandation, et on va en parler tout à l'heure. La première, c'est celle de la création d'un envoyé spécial ou d'un secrétaire d'État à la diplomatie environnementale, qui viendrait en plus de l'ambassadeur thématique au climat et l'ambassadrice thématique à l'environnement, pour avoir ce portage assuré à bon niveau. Deuxièmement, la rédaction collective d'une stratégie de diplomatie environnementale pour redonner du momentum et un peu encadrer les objectifs sur le long terme. Troisièmement, une formation obligatoire des agents du MEAE sur le sujet. MEAE, tout le monde, ou peut-être dans le cadre de l'IDC ou d'une arrivée en poste. L'IDC, c'est l'Institut diplomatique, pardon, et ministère des Affaires étrangères. Et quatrièmement, la création, donc ça c'est plus dans la deuxième volet qui est de s'investir dans des initiatives à fort impact, la création d'un traité pour la sortie des énergies fossiles, donc investir ce domaine-là, et renforcer la coopération internationale pour faciliter la mobilisation d'outils numériques pour l'écologie. Donc ces 5 idées
que j'ai choisis. Il y en a 14 dans la note que je vous invite à lire, mais c'est peut-être les 5 dont on pourrait discuter ce soir. Et ben donc sans plus attendre, je pense qu'on peut lancer le débat. Au Lierre, on est modeste, donc on est très heureux de soumettre ces notes et ces 14 recommandations à nos experts ce soir. Donc on a le plaisir d'accueillir Lucien Chabasson. Donc vous êtes conseiller directeur à l'IDRI, membre conseiller scientifique. Vous étiez. Alors, ancien conseiller scientifique au Fonds français pour l'environnement mondial. Vous avez été directeur de cabinet du ministre de l'Environnement Brice Lalonde. Et vous avez été conseiller du Premier ministre sur les questions environnementales sous Raymond Barre. J'ai vérifié, c'était bien Raymond Barre. Donc vous allez pouvoir nous présenter un peu un cadrage de fond, une présentation historique de cette évolution de la prise en main des enjeux environnementaux par la diplomatie française. Nous avons aussi Gaïa Fèvre. Donc vous avez une longue expérience des COP du point de vue des ONG, à la fois aussi aux États-Unis et au Canada, notamment aujourd'hui dans votre rôle de responsable des politiques internationales du réseau Action Climat. Donc on a de la chance de vous avoir pour apporter ce regard de la société civile et de l'intérieur des COP de l'autre côté, pas de celui de l'administration. Adrien Fabre, qui nous a aidé à la rédaction de la note et à l'organisation ce soir, donc chercheur au CNRS, docteur en économie sur les politiques climatiques et auteur du livre Un plan mondial pour le climat et contre l'extrême pauvreté. Donc on va pouvoir parler aussi des initiatives plus concrètes que vous évoquez dans ce livre. Et Aurore Bivas, que je remercie particulièrement de nous avoir rejoints un peu en dernière minute, chef de bureau à la DG Trésor, anciennement conseillère transition écologique au cabinet de la secrétaire d'État chargée de l'Europe, négociatrice des COP sur les enjeux de finance climat, qui va pouvoir nous parler effectivement de cette expérience sur les financements. Donc, j'espère que la présentation est exhaustive, n'hésitez pas à compléter après. Peut-être, Lucien, pour te donner la parole en premier sur le cadrage. Merci. J'ai aussi dirigé pendant 9 ans au programme des Nations Unies pour l'environnement le secrétariat de la Convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée. Et donc, j'ai participé à l'activité internationale au sein du PNU. Je suis très content que le Lierre organise cette réunion. On vient de très très loin et de très très bas. Dans les années 80, nous étions le pays qui faisait des expériences nucléaires dans le Pacifique, qui coulait le bateau de Greenpeace, le Rainbow Warrior, qui poussait le traité d'exploitation des ressources minérales de l'Antarctique, c'est comme ça qu'il s'appelait, et qui ne ratifiait pas les conventions qu'on n'appelait pas encore sur la biodiversité. Donc je ne caricature pas, je ne dis pas que nous étions le bad guy, mais avec, dans le Pacifique certainement, avec contre nous des pays importants comme l'Australie, et puis des petits pays très actifs et très hostiles du fait des expériences comme le Vanuatu. Donc c'était vraiment pas bon. Quand nous sommes arrivés au ministère de l'Environnement, dans le gouvernement Rocard, avec Brice Lalonde, on a trouvé 9 conventions, protocoles ou annexes à des conventions en souffrance de ratification, dont 2 conventions majeures, la Convention de Berne sur la protection de la vie sauvage en Europe, qui avait été signée en 1979 et qui en 1988 n'était pas encore ratifiée, 9 ans après. La Convention de Bonn sur les espèces migratrices, qui avait été également signée en 1979, qui n'était toujours pas ratifiée quand on a passé ça au Parlement pendant l'été 88, une période propice quand les nouveaux présidents et gouvernements arrivent, le Parlement n'a rien à faire, c'est le moment de faire des ratifications. Et là, tout le lobby de la chasse s'est mobilisé, surtout sur l'affaire de la Convention de Berne. Voilà, c'était la situation. Et quand je vois la situation de l'action extérieure de la France et sa diplomatie, aujourd'hui, évidemment, je trouve ça extrêmement brillant. Hein.
Nous avons un ambassadeur ou une ambassadrice pour l'environnement depuis une quinzaine d'années. Nous avons pris d'excellentes initiatives dont je vais parler, certaines ont abouti. Nous prenons toujours, pratiquement toujours, des positions avancées dans les négociations internationales. On l'a fait pour l'accord de Kunming-Montréal, on l'a fait pour... on le fait pour le plastique actuellement. Nous sommes dans la coalition pour la haute ambition. Bref, on n'a pas à rougir des positions qui sont prises à l'international. On a un Quai d'Orsay qui a mis toutes ses capacités professionnelles dans cette affaire, là où il y avait un demi-fonctionnaire dans les années 80. C'est à peine si on allait dans les COP. Bon, à l'époque, les COP n'avaient pas cette résonance. Et puis, on a reconstitué une structure. Il n'y avait pas de service international au ministère de l'Environnement dans les années 80. Il faut quand même voir ça. On faisait appel au ministère de l'Équipement qui nous prête un ou deux fonctionnaires pour aller dans les COP. Enfin, on en était là. Et quant à l'AFD, elle a pris aussi le virage, il me semble, au cours des dernières années. Alors, comme cela a été dit, il nous arrive de faire de la com avec de l'environnement. Et ça, au niveau international, c'est redoutable, parce que ça ne marche pas comme en France. Il ne suffit pas de faire des communiqués de presse, et ça peut être même catastrophique. Alors, parfois, c'est bien. Je vais citer deux initiatives. La création du Fonds pour l'environnement mondial, en 1991. Nous l'avons construit avec l'Allemagne. Et donc, on a emporté les positions de l'Europe, bien entendu. On l'a proposé au niveau international. Ça a été fait correctement. Et bon, on peut penser des tas de choses sur le FEM, mais on l'a fait. Et pour montrer le virage, lorsque la question d'augmenter les dotations du FEM s'est posée et les pays n'ont pas voulu, ce que la France, le Trésor, était prêt à mettre dans le FEM additionné, au lieu de le remettre dans la trésorerie générale de l'État, on en a fait le FEFEM. Donc, c'est donc une attitude très positive, y compris du Trésor. Bon. Ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Pour eux, ces histoires d'environnement, c'était vraiment totalement marginal. Voilà. Donc les choses ont beaucoup changé. Un deuxième succès, ça a été l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, comme on dit. Et comment ça s'est passé? Bon, ça a été une initiative de la France, une grande réunion à l'UNESCO sur biodiversité, sciences et politique, avec l'idée de déboucher sur un GIEC de la biodiversité. Mais la sagesse, il y a ici un de ses fondateurs, Didier Babin, qui est là au troisième rang, avec la sagesse de procéder d'abord en concertation avec les autres pays, avec les scientifiques des autres pays, par une mission exploratoire. Et cette mission exploratoire a débouché sur la création de l'IPBES. Bien sûr, la France était suspectée de faire ça pour avoir le secrétariat, qu'elle n'a pas eu, mais il n'empêche que le résultat est bon et que maintenant, on est en train de négocier un troisième équivalent du GIEC pour les produits chimiques. Alors, au niveau international, je pense que nous tenons notre rang. On a augmenté également nos contributions, on soutient mieux les activités multilatérales, pas autant qu'il faudrait. On a toujours préféré le bilatéral au multilatéral, pour des raisons politiques et puis de moyens. Mais je pense qu'au Quai d'Orsay, on a compris qu'accompagner le multilatéral, c'est pas seulement d'aller au COP, mais c'est aussi l'accompagner dans sa vie quotidienne. Lui donner des juniors, l'aider dans des actions spécifiques et en plus contribuer à des actions qui ne sont pas très visibles, mais qui accompagnent le mouvement international. Par exemple, soutenir le bulletin ENB, Earth Negotiations Bulletin. Bon, ça marche. C'est un bulletin extraordinaire qui permet à tous
la planète d'être informée des négos. Et certains pays le soutiennent. Parfois, la France le soutient, elle soutient la version française. Alors, c'est des petites choses, mais c'est absolument fondamental pour la réputation d'un pays et pour mesurer l'authenticité de son attachement aux causes qui sont défendues. Alors, ça, c'est pour le passé. Alors, on a vu... Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vais donner un exemple. Ça sera un peu cruel. Je suis désolé pour les collègues du Quai d'Orsay qui ont dû malheureusement y participer. C'est le projet de... comment ça s'appelle de convention sur le droit à l'environnement. Non, c'est pas le pacte mondial pour l'environnement. Alors l'idée est venue de M. Fabius et de ses amis. Le président l'a reprise. Le Quai d'Orsay a mis tout son professionnalisme à obtenir une résolution des Nations Unies. Et on savait très bien que ça ne pouvait pas marcher dès le départ. Parce que d'abord, personne n'en avait jamais entendu parler. Les ONG, le programme de Montevideo du PNU sur le droit international de l'environnement n'avait jamais abordé ça. Les ONG n'étaient pas dans le coup. On n'avait construit aucune alliance avec personne. Les Allemands grognaient. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour que ça ne marche pas. On a fait 3 réunions, on a dépensé beaucoup d'argent et ça a été un échec total. Mais ça a permis de voir quel était l'état d'esprit des Russes, des Chinois et de bien d'autres, des Iraniens et des Américains sur ce que pouvait être une approche droits de l'homme. Il y a beaucoup de réticences, beaucoup de pays qui ne veulent pas d'approche de droit humain à l'environnement. D'ailleurs, on le voit au Conseil des droits, le droit de l'homme des Nations Unies. Et là, ça a quand même été, bon, alors ça a été soigneusement oublié, mais c'est typiquement le type d'initiative qu'on fait pour des questions de prestige aussi, ou de com, et qui n'aboutit pas et qui fait douter de l'authenticité. Voilà. Alors j'espère que ça sera la dernière, mais qu'on aura plus d'IPBES et de FEM que de, comment vous l'avez appelé, Pacte mondial pour l'environnement. Voilà. Et même les juristes, en dehors, il y avait une structure qui a porté ça, qui s'appelait le Club des juristes, qu'on n'avait jamais vu sur l'environnement, qui est très bien, très respectable, mais qui n'était pas dans le milieu. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est, et ce que les COP expriment, je vais terminer par là, c'est la question de ce milieu qu'un politologue américain, Peter Haas, a appelé dans Save the Mediterranean, il a appelé ça des communautés épistémologiques, c'est-à-dire des experts gouvernementaux, ou ONG, sciences, business, aussi think tank, fondations, qui se réunissent, qui se connaissent, qui ont l'habitude de coopérer. Bon. Ça, c'est positif pour le sujet, mais c'est positif aussi pour la coopération politique et la paix dans le monde. C'est quand même des gens qui créent des réseaux amicaux, professionnels, etc. C'est très important et l'environnement est un excellent terrain de coopération pour cela. Et dans ce champ-là, hors non gouvernemental, la France doit encore développer son action extérieure. Nos grandes entreprises, les multinationales, doivent s'impliquer beaucoup plus dans les coopérations. Je vois actuellement, il y a pour le traité plastique, qui est en cours de négo, il y a une business coalition pour une high ambition. Alors là, il y a des multinationales, mais très peu de Français. Il y a très peu de grandes fondations françaises ayant des moyens impliqués dans l'action internationale pour l'environnement. L'expertise française, bon, on a créé l'IDRI, mais ça ne suffit pas. Si vous lisez tous les rapports du PNU, vous allez voir la faiblesse de la présence des experts français, qui est encore, bon, sauf dans certains sujets d'excellence, comme le climat, par exemple. Et puis aussi, les ONG françaises doivent aussi développer leur action à l'international, avec des Français qui doivent être plus présents dans des ONG internationales, comme l'UICN, etc., au niveau international. Et alors là, je termine par là, c'est qu'il y a la question de l'anglais et du français. Tout se fait en anglais.
et même les négociations internationales, parce que vous avez l'accord en plénière, et puis ensuite vous avez les contact groups, les working groups, tout ça c'est en anglais. Alors non seulement... Oui, pardon. Alors pensez... alors donc on est obligé de venir avec des délégations gigantesques. Les anglophones ont un avantage absolument considérable. Et pour terminer, je dirais, il devient de plus en plus important de défendre les positions de la France en anglais. Et il est important que nous présidions des COP, que nous présidions des contact groups. Quand on voit Marine Collignon, par exemple, présider un contact group important dans la négociation plastique, ça fait plaisir. Mais ça suppose qu'on parle parfaitement l'anglais, oui, pour être parfaitement compris. Donc il y a des petites questions comme ça, mais qui sont absolument fondamentales. Et alors je ne parle pas donc des pays francophones et de la francophonie qui est quasiment absente de ce paysage. Donc il y a encore quelques progrès à faire, malgré ce qui a été accompli, qui est gigantesque, et un champ encore très très important pour l'État, pour l'AFD, pour les sociétés, et également pour la société civile, pour accomplir quelques progrès et assurer notre présence à l'international. Merci beaucoup. C'était, ça fonctionne. C'était une mise en perspective vraiment passionnante. Moi, je retiens aussi le fait qu'on est passé de 0,5 personnes au quai au ministère de la Transition écologique, à la direction de l'action européenne internationale où j'étais. Je crois qu'on est 80 maintenant. Donc c'est quand même en fait assez significatif comme évolution. Juste pour revenir sur le pacte mondial pour l'environnement, moi je pense que c'était également le symbole d'un portage politique, mais détaché d'une mobilisation des Européens et de la société civile, puisque c'était en fait le projet de Laurent Fabius. Et j'en profite en parlant de portage politique, peut-être pour me tourner vers toi, Aurore, qui donc était en cabinet, a été dans les COP de ce côté-là. Est-ce que tu penses, à la lumière de ce qui a été dit, qu'on a toujours un déficit de portage politique à haut niveau de ces sujets dans la diplomatie? Est-ce que ça reflète aussi ton expérience? Et peut-être si je peux t'interroger sur la recommandation du LIER d'avoir un nouveau secrétaire d'État sur le sujet. Merci beaucoup Clémence. J'ai donc travaillé effectivement sur 2 COP, la COP 25 et la COP 26, et puis sur un nombre innombrable de négociations virtuelles en pleine période de Covid à des horaires indus pour que ça marche pour tous les pays du monde. Je vois quelques collègues dans la salle qui doivent s'en souvenir. Et puis ensuite sur les sujets de transition écologique au cabinet de la secrétaire d'État chargée de l'Europe. Et effectivement, on voit qu'en France, on a une certaine vision du portage politique de ces sujets, une vision certaine qui est très différente selon les pays. Alors, je ne dirais pas qu'il y a un manque de portage politique, je dirais plutôt qu'il y a un portage politique qui va dans un ordre dispersé. Pardon, je n'ai pas précisé, mais effectivement, je m'exprime en mon propre nom et pas au nom de la Direction générale du Trésor dans laquelle je suis en poste aujourd'hui, d'ailleurs sur d'autres sujets, donc ce serait peu pertinent que je vous en parle. Et donc, on est plutôt en ordre dispersé sur le portage politique. On a des ministres, alors je crois qu'à la COP26, on avait battu le nombre de ministres différents qui venaient à la COP pour le même pays. Presque tous les ministres sont venus à la COP pour des raisons parfois étranges, et ça mobilise énormément la délégation française, y compris le minibus d'ailleurs de la délégation française, pour ceux qui s'en souviennent. Et ça aide pas forcément nos partenaires à comprendre à qui ils doivent parler, avec qui ils doivent dealer. En particulier nos partenaires qui sont dans la négociation depuis 15 ans, 20 ans, qui connaissent tout le monde et qui ont besoin d'établir des relations de confiance. Et puis tous les 2 jours, ils voient une nouvelle personne qui parle en général plus ou moins bien anglais arriver et leur faire des propositions encore différentes. En plus, les COP, c'est compliqué, vraiment, c'est un écosystème hyper particulier. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit là-dessus. Et si on n'a pas déjà passé un certain temps à comprendre comment ça marche, on ne voit pas du tout pourquoi la négociation du point d'agenda 7B4 en contact groupe informel comporte autant un texte qui n'a aucun sens. Et effectivement, si on ne vous a jamais expliqué ce jargon-là, vous n'avez aucune chance de vous intéresser dans la négociation. Donc là-dessus, en fait, il y a plus un sujet, je pense, de stratégie RH des différentes administrations qui proposent ces postes de négociateurs et de négociatrices dans le cadre d'un poste normal, donc qui tourne tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué de s'insérer dans ces processus.
Et alors créer un nouveau secrétaire d'État à la diplomatie environnementale, moi j'y crois pas du tout, parce que j'ai plutôt l'impression qu'on a pas mal de portage politique. En fait, l'enjeu, c'est que la France, elle est dans l'équipe de négociation européenne à la COP. Dans l'équipe de négociation européenne, vous avez 3 lead negotiators, qui sont des personnes qui sont là depuis 10 ans, depuis 15 ans sur ces postes-là, qui se sont vraiment spécialisés. En général, il y a une personne de la Commission et puis 2 personnes des États membres. Et la difficulté que rencontre la France, c'est le manque de poids dans l'équipe européenne. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus utile d'essayer de capitaliser sur des personnes qui sont prêtes à s'investir sur des postes plus longs. Et effectivement, c'est rentable de s'investir sur des postes plus longs dans ce genre d'enceinte et de leur permettre comme ça d'accéder à des responsabilités qui sont politiques. On peut imaginer que le poste d'ambassadeur ou d'ambassadrice climat soit plutôt pris pour 5 ans ou pour 10 ans que pour 2 ou 3 ans, comme c'est le cas actuellement. Mais effectivement, ça nécessite une politique RH totalement différente de celle qui est actuellement en place. Peut-être pour réagir aussi, je ne sais pas si c'est le moment de parler un petit peu de finance-climat. Allez, parce que du coup, j'ai négocié sur ces sujets-là. En France, on a quand même des vraies réussites en termes de finance-climat. Et c'est assez important à souligner. On a augmenté notre objectif de financement climat quasiment chaque année. Les années où on ne l'a pas augmenté, on l'a dépassé. Et du coup, c'est quand même une belle réalisation. C'est notamment porté par l'Agence française de développement, mais pas seulement. Et pour réagir sur ce que vous disiez, je pense que la France est un des pays les plus engagés dans le multilatéralisme sur la finance climat. On a quasiment porté à bout de bras le Fonds vert pour le climat, ce qui m'a valu une tonne de déplacements en Corée du Sud, où siège l'institution. Mais on a aussi vraiment essayé de ressusciter peut-être le pacte qui se construit autour de la finance climat, d'échanger des financements contre de l'action d'atténuation, ce qui peut d'ailleurs poser plein de questions morales sur la pertinence de cette approche. Alors effectivement, on fait beaucoup de prêts, c'est vrai. C'est, je pense, une question qu'on n'a pas besoin de mettre sous la table, parce que ce que nous dit l'AFD, c'est aussi, en fait, quand on finance des projets d'atténuation, souvent ça marche avec du prêt, c'est à peu près rentable, les institutions porteuses sont contentes, et donc aller dans un niveau de concessionnalité qui correspond à du don, ça ne correspond pas forcément à ce qui nous est demandé. Mais c'est vrai que pour l'adaptation en particulier, c'est plus compliqué de faire du prêt. Mais est-ce qu'on doit avoir une stratégie qui doit être à l'équilibre entre l'atténuation et l'adaptation? C'est aussi une question, parce que plus on fait d'atténuation aujourd'hui, et moins on aura besoin de faire de l'atténuation plus tard. Pour donner un chiffre, notre objectif de finance climat aujourd'hui, c'est 7 milliards, ça fait environ 100 € par an et par personne. Ça fait 5 fois plus que ce qu'on dépense sur l'aide à l'électrification des véhicules, par exemple. Ça fait à peu près aussi 5 fois plus que ce qu'on dépense sur la rénovation des logements. Alors, je ne dis pas qu'on a des mauvaises priorités, hein, pas du tout, mais je pense que c'est quand même significatif, et je pense que ce n'est pas quelque chose que la population française a vraiment en tête. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est débattu. Donc voilà, c'est quand même important de le rappeler. Et puis pour réagir sur un dernier point de la note, qui est les objectifs de long terme de la diplomatie française, de la diplomatie environnementale française, c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette vision-là. L'objectif de l'équipe de négociation française dans une COP, c'est en général essayer de trouver un accord. Alors c'est sûr qu'en arrivant en défensif comme ça, en général, on n'est pas forcément les meilleurs, et puis on fait des concessions sur beaucoup de points de négociation qu'on considérait comme durs, parce qu'on reste dans cette position de la France est facilitatrice, on tient à l'accord de Paris, on ne doit pas se montrer trop dur, ce qui fait qu'on fait quand même des concessions qui relèvent de l'ambition environnementale, notamment sur la question des financements. On a fait plein de concessions sur l'alignement des flux financiers publics et privés, et le langage qui a été adopté à Glasgow, par exemple, ou sur la sortie des subventions des énergies fossiles et du charbon plus particulièrement. Donc ce n'est pas une stratégie offensive. Est-ce qu'on peut se permettre néanmoins de porter une stratégie offensive? Il y a aussi des questions de cohérence avec la politique nationale, tu l'as rappelé. Mais je pense qu'on peut se permettre de porter une stratégie offensive lorsqu'on arrive à battre des liens, à construire des liens de confiance avec nos partenaires. Et c'est vrai qu'on n'en est pas encore tout à fait là. Merci beaucoup. Oui.
Ouais, mais merci beaucoup. Avant de te passer la parole, Gaïa, sur la finance climat peut-être et le point de vue des ONG, je trouve intéressant ce que tu mentionnes sur la stratégie RH, parce que maintenant que j'ai basculé au quai, c'est quand même assez intéressant, sans vouloir rentrer dans trop de détails administratifs pour ceux qui ne sont pas de la belle maison de l'administration. On remarque quand même que ceux qui travaillent sur le climat et l'environnement au Quai d'Orsay sont majoritairement des contractuels, et donc sont sur des contrats de 2 ans, 4 ans, et que les titulaires donc, qui ont passé le concours du Quai d'Orsay ont du mal à s'intéresser ou ont du mal à aller vers ces sujets. Je pense que ça change, mais préfèrent aller vers les directions géographiques ou les directions politiques ou les directions européennes. Et que du coup, on a un peu cette fonction publique à 2 vitesses au Quai d'Orsay, entre des contractuels qui viennent du privé, des ONG, qui traitent des négociations climat qui sont très techniques, et des fonctionnaires qui sont plutôt dans un track Quai d'Orsay et qui ne vont pas trop dans cette direction-là. Voilà, peut-être sur le point ressources humaines que je trouve intéressant. Donc Gaïa, toi tu aussi maîtrises très bien ces enjeux de, comme tu disais, de partenariat, de construire des liens, notamment avec la société civile, donc sur le climat. Donc, je te laisse rebondir là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Donc, je travaille au réseau Action Climat France. Donc, on rassemble environ 27 ONG au niveau national et j'appartiens à un réseau international, le Climate Action Network. Et là, pour le coup, on est environ 2000 ONG. Il n'y a pas beaucoup de Français, en effet, aussi dans nos réseaux internationaux. Ce qui nous permet de suivre plus facilement les négociations, parce qu'on arrive à être à peu près dans toutes les salles de négociation quand on a les accès nécessaires, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes couleurs de badge. Et peut-être sur l'aspect RH, j'aimerais bien rebondir, parce que pour le coup, au réseau Action Climat, on échange quand même beaucoup avec certains des négociateurs et négociatrices, et ça fait pas très longtemps que je suis au réseau Action Climat, ça fait moins de 2 ans, et j'en suis déjà au 2e ambassadeur climat, et au niveau des négociateurs et négociatrices, je compte plus le nombre de nouvelles personnes qui sont présentes. Et pour le coup, je pense que dans l'esprit de tisser des liens, notamment avec la société civile, ça peut être intéressant d'avoir des personnes qui restent un peu plus longtemps, parce qu'on est aussi sur la création d'un lien de confiance également avec la société civile, parce qu'en effet, on ne s'entend pas nécessairement sur tout, notamment la finance climat, je dirais. Mais du coup, ça prend d'apprendre à se connaître, de passer du temps ensemble, etc. Et ça prend que les personnes restent, montent en compétences et comprennent aussi, en effet, comment ça se passe dans les négociations. Parce que oui, c'est compliqué de comprendre l'espace plénière, l'espace informel, etc. Et de comprendre en fait comment ça fonctionne et comment la société civile peut venir soutenir quand c'est nécessaire aussi la délégation, que ce soit au niveau France et européenne, ou au contraire avertir sur le fait que non, en fait vous n'êtes pas sur la bonne ligne à ce niveau-là. Et du fait d'être un réseau international, on a accès aussi à d'autres délégations auxquelles la France n'a peut-être pas accès. Donc c'est aussi important de voir le lien avec la société civile au niveau des négociations aussi à ce niveau-là. Et pour ce qui est des sujets, en effet, on a un gros focus sur les aspects de finance parce qu'on on se concentre aussi beaucoup sur les enjeux de justice. Et quand on parle de justice, ça passe beaucoup par le levier financier. Je pense qu'à une certaine période, oui, on parlait beaucoup d'atténuation. Et je pense qu'on mettait les forces financières beaucoup à ce niveau-là. Mais en fait, le monde dans lequel on est aujourd'hui, sans nécessairement dire qu'il faut abandonner l'atténuation, fait qu'on doit répondre aux besoins d'adaptation de plusieurs pays, notamment pays du côté du Sud, et c'est répondre aussi aux aspects de solidarité qui ont été nommés en introduction. Et au-delà de l'adaptation, malheureusement, il y a des pays qui sont à l'étape des pertes et dommages. Ils vont perdre des choses, ils ne vont pas avoir les moyens financiers en fait, de reconstruire. Et il y a aussi des pertes qui sont non économiques, des pertes de culture, des pertes de territoire, qui engendrent des choses très difficilement chiffrables. Et j'insiste là-dessus parce qu'en fait, c'est l'enjeu de négociation de cette COP climat. Je pense que vous connaissez tous cet acronyme un peu barbare du NCQG, ce nouvel objectif collectif quantifié. C'est le nouveau 100 milliards. Et on s'entend qu'au regard de la crise dans laquelle on est aujourd'hui, on n'est plus vraiment en milliards en termes de besoins, on est plutôt en trillions. Et donc, il y a un travail important qui doit être fait à cette COP-là pour s'entendre justement sur ces nouveaux chiffres et penser notamment peut-être des sources innovantes de financement. Et pour le coup, je trouve que la France, à ce niveau-là, tente des choses. On l'a vu avec le sommet de juin pour un nouveau pacte financier qui a donné lieu un peu à l'agenda 4P.
je dirais que la France a quand même été taxée à plusieurs reprises de faire une initiative un peu dans son coin, a eu du mal à co-animer. À un moment donné, on pensait que l'Inde serait là. L'Inde n'a pas été nécessairement très impliquée dans l'organisation du sommet. Faire venir les pays en dehors, on va dire, des usual suspects avec lesquels la France travaille, c'était difficile. Et inclure la société civile dans l'organisation de ce sommet-là, pour le coup, c'était mes 6 premiers mois au RAC. Je peux vous assurer que c'était assez compliqué de comprendre en effet les objectifs du sommet, travailler réellement avec l'administration française, mais ça a donné lieu à des réflexions intéressantes sur les taxations innovantes. C'était en parallèle des négociations sur l'opérationnalisation du fonds des pertes et préjudices et la nécessité de trouver des financements pour ce fonds-là, donc c'était très pertinent. Puis après, on a eu cette task force sur les taxes internationales avec la fondation ECF qui en assure le secrétariat. Et au niveau des co-chairs, on a la France, la Barbade et le Kenya. Donc on voit que des choses se passent. Du fait que la France soit également au sein du G20, du G7 et qu'au G20, on a toutes ces discussions, notamment sur les taxes sur les ultra-riches, etc. On voit que des choses se passent. Et au niveau des opportunités, je dirais que là, on va entrer dans l'année des 10 ans de l'accord de Paris. Et il me semble que la France a envie de jouer un rôle, mais pour le coup, il faut bien garder en tête que c'est une présidence COP30 du Brésil et qu'il faut travailler main dans la main avec le Brésil à ce niveau-là et main dans la main avec la société civile, parce que pour le coup, là, il y a un enjeu de mobilisation très important, parce qu'on va rentrer dans le cycle des contributions nationales déterminées niveau 3. Et c'est un peu notre dernière chance pour le 1,5 degré. Si ce cycle-là ne nous permet pas de réellement avoir des actions ambitieuses, je ne suis pas sûre qu'on arrivera encore à dire garder le 1,5 degré à portée de main. Et malheureusement, ça, c'est en lien avec les aspects de finance et la négociation de cette année. Donc voilà ce que j'ai à dire de ce côté-là. Oui, merci Gaïa. Et surtout... pardon. Mais merci d'avoir rappelé ce qu'on a complètement oublié de dire au début, qui est bien sûr que la COP biodiversité, la COP, c'est la combienième maintenant, la 16, COP 16 biodiversité s'est ouverte à Cali cette semaine, donc la COP qui correspond à la Convention sur la diversité biologique, et que dans quelques semaines s'ouvrira donc la COP 29 de la Convention des Nations Unies contre le changement climatique, la CNUC, qui s'ouvrira à Bakou, en Azerbaïdjan. Peut-être qu'en fait, quand on baigne trop dedans, on oublie de poser les principes. Et à force de baigner dedans aussi, être dans l'action, on a du mal à prendre de la hauteur et à avoir des nouvelles idées. C'est pour ça qu'on apprécie les chercheurs qui souvent peuvent nous proposer des nouveaux objets. Donc peut-être que tu peux nous parler donc, du traité de sortie des énergies fossiles sur lequel tu as travaillé. Adrien. Merci beaucoup. Effectivement, je vais prendre un peu du recul et parler de la diplomatie environnementale en général, pas seulement française. Et avec tout ce que vous venez de dire, c'est quelque chose qui, enfin, ce dont je vais parler, devrait avant tout être repris par les pays du Sud et charge à l'Union européenne d'accompagner une telle initiative. Alors, les négociations climatiques ont commencé en 1990 et dès le départ, les pays du Sud ont demandé légitimement des transferts de ressources de la part des pays du Nord pour avoir une politique climatique ambitieuse. Et dès le départ, les pays du Nord ont refusé des transferts conséquents et sans même s'interroger si leur population était prête à un tel deal. L'élément nouveau, c'est des enquêtes d'opinion dans plein de pays du monde qui montrent que même dans les pays du Nord, il y a une majorité de la population qui serait favorable à des accords internationaux qui seraient coûteux pour eux, pour les pays du Nord, et qui mettraient fin au changement climatique, à l'extrême pauvreté, etc. Et donc c'est ce qui redonne de l'espoir pour proposer un traité contraignant de sortie des fossiles. Quand on interroge la population du G20 sur l'échelle à laquelle doivent être prises des mesures pour le climat, 85% des gens disent l'échelle mondiale. Beaucoup moins, seulement la moitié disent l'échelle européenne ou nationale. Il y a un même taux de soutien de 80% pour un plafonnement des émissions de CO2 au niveau international et qui serait conforme à l'objectif de l'accord de Paris.
Donc la question, une fois qu'on a dit ça, c'est comment est-ce qu'on répartit les permis d'émission entre pays. Et quand on demande ça aux gens, on observe un consensus en faveur d'une répartition égalitaire des permis d'émission, c'est-à-dire qui soit proportionnelle à la population du pays. Donc je pense que là, on a déjà les ingrédients clés pour un traité de sortie des fossiles, à savoir plafonner les émissions et les répartir de façon égalitaire. Donc pour aller un peu plus dans le détail de comment ça pourrait être mis en œuvre, une coalition de pays ambitieuses sur le climat pourrait décider de plafonner leurs émissions de CO2 avec une trajectoire, avec un plafond qui décroît chaque année en conformité avec l'objectif de l'accord de Paris et qui mettrait aux enchères chaque année des permis d'émission qui correspondent à ce plafond. Comme l'Union européenne est en train de le mettre en place, de l'étendre avec son marché carbone, sauf que là, ça serait ouvert à tous les pays du monde. Ensuite, les recettes générées par la vente des permis d'émission pourraient être redistribuées à chaque humain de façon égalitaire. Ça financerait un revenu de base de 50 € par mois pour chaque personne, ce qui serait suffisant pour éradiquer l'extrême pauvreté. Bon, défini avec un seuil assez peu ambitieux de 2 $ par jour, mais ça sortirait quand même 700 millions de personnes de la faim relativement quotidienne. Il y a des aménagements à prévoir de ces deux piliers. Notamment, il faudrait avoir une taxe carbone aux frontières de la coalition. Il faudrait aussi peut-être prévoir que certains pays ont des permis d'émission qui s'éloignent un peu de la norme proportionnellement à leur population pour s'ajuster à des contraintes nationales. Particulières. Un tel traité opérerait une redistribution nord-sud très importante. Donc là, on parle actuellement de 100 milliards en finance climat, donc il va être réévalué à la hausse, mais avec beaucoup de ces 100 milliards qui sont en fait des prêts, pas des transferts directs comme proposé dans ce traité des fossiles. Dans ce traité des fossiles, l'ordre de grandeur, ça serait plutôt 1000 milliards, ce qui s'approche de ce que les pays du Sud demandent. Donc, quand on propose... Donc, en fait, il y aurait une redistribution des gens qui ont une empreinte carbone plus élevée que la moyenne mondiale, qui verrait le prix des énergies fossiles augmenter, donc leurs dépenses augmenter plus que les 50 € par mois qu'ils recevraient, au profit des personnes ayant une empreinte carbone faible. Quand on explique ça, qu'on présente ça à des répondants américains ou européens, et qu'on leur précise bien qu'ils seraient financièrement perdants, donc par exemple un Français apprend qu'il devrait s'attendre à perdre 10 € par mois de pouvoir d'achat, et ben, malgré tout, 75% des Européens soutiennent la proposition et 54% des Américains la soutiennent. Parce que les gens sont prêts à perdre un peu en pouvoir d'achat si ça permet de mettre fin au changement climatique et à l'extrême pauvreté. Donc, fort de ce constat qu'il y a une brèche politique, en tout cas un soutien populaire possible, en tout cas une absence d'opposition populaire à un tel sujet, contrairement à des taxes carbone, à des systèmes équivalents au niveau national qui sont beaucoup moins soutenus. J'ai décidé de fonder une association de plaidoyer, Global Redistribution Advocates, donc je ne suis pas seulement chercheur désormais, qui milite pour ce traité de sortie des fossiles ou plan mondial pour le climat et contre l'extrême pauvreté, comme le titre du livre que je viens d'écrire l'appel. D'ailleurs, à la fin, je vends les livres 10 € pour si je peux faire l'autopromo éhontée. Donc, dans cet assaut, on défend ce plan. On défend aussi d'autres mesures de redistribution internationale, comme un impôt mondial sur la fortune, dont la moitié des recettes seraient reversées aux pays à bas revenus. Là encore, c'est quelque chose qui est très populaire au niveau des populations.
Et on va voir des responsables politiques dans différents pays pour savoir ce qu'ils penseraient de ces idées et leur offrir cette vision. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui soutiennent une telle proposition. Le Brésil est très favorable. J'ai parlé des négociateurs chinois qui, eux aussi, sont favorables tant que la Chine ne serait pas financièrement perdante, ce qui serait le cas dans cette proposition. Actuellement, je travaille avec des responsables politiques au Kenya afin de mettre ça sous une forme de brouillon de traité qui pourrait être potentiellement proposé. Et on a aussi reçu le soutien de 20 partis politiques européens de 10 pays différents sur ces propositions. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est de porter des propositions qui élèvent le niveau d'ambition, telles que celle-ci ou d'autres qui seraient équivalentes, et notamment au niveau diplomatique, mais aussi au niveau populaire grâce à des mobilisations. Et là, le RAC aurait un rôle très important à jouer. Et si je peux conclure, pour moi, les ingrédients clés d'un traité de sortie des fossiles, donc moi j'en propose une variante, mais je pense que n'importe lequel devrait vérifier ces ingrédients clés. C'est tout d'abord sortir de l'idée qu'on arrivera à un accord universel, comme on le cherche lors des COP, et donc essayer de discuter en parallèle des COP avec des États ambitieux et donc ne pas mettre l'Arabie Saoudite, la Russie, voire même les États-Unis dans ces négociations. Deuxième chose, c'est avoir des transferts nord-sud importants pour embarquer des pays comme l'Inde sur la trajectoire de la décarbonation, et puis avoir des mesures contraignantes qui régulent directement les entreprises plutôt que d'avoir des obligations aux États, puisque ce sera beaucoup plus facile de forcer les entreprises à acheter des permis d'émission que des États. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, n'hésitez pas à également acheter le livre. Peut-être pour synthétiser ce qui a été dit, avant de vous redonner la parole une dernière fois et d'ouvrir à la salle, puisqu'on a aussi vraiment hâte de vous entendre et d'avoir vos questions sur le sujet. Donc, on a noté une évolution profonde de l'organisation de la diplomatie française autour de l'ambition environnementale, une augmentation des moyens et des ratés, mais aussi des succès dont on peut être fier. Aussi, on est revenu donc sur les difficultés du portage politique et le rôle de la France dans l'innovation de la finance climat, et qui est souvent à la hauteur en fait sur ce sujet, si je ne déforme pas trop. L'importance du dialogue avec la société civile et d'une continuité de ce dialogue pour être sûr de continuer à aller plus loin, et puis aussi l'intérêt d'avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées qui vont peut-être pouvoir relancer le momentum, ou en tout cas proposer une nouvelle vision. Et donc c'est ce qui m'amène à ma question pour vous. On a parlé d'objectifs long terme aussi, de l'important d'aller au-delà de se mettre d'accord, comme tu le disais Aurore, qu'en fait parfois l'horizon c'est juste de continuer d'aller à la table, de continuer à négocier, de continuer à aller à des COP à Bakou en Azerbaïdjan, après une COP à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, donc en fait de continuer d'y croire et de faire vivre le dialogue multilatéral, mais peut-être qu'on a besoin de ces grands projets qui vont relancer la vision et surtout avoir un nouvel accord de Paris, ou en tout cas quelque chose qui remobilisera la société en profondeur. Donc voilà, peut-être une question sur quelle est la vision pour vous, qui est aussi l'autre volet de cette note, les objectifs à long terme à se fixer. Et peut-être, Lucien, je te repasse la parole sur le sujet, et peut-être préparez vos questions. Voilà. On a surtout besoin, me semble-t-il, d'un engagement généralisé, que ce ne soit pas simplement que le COP, la COP c'est très important. Alors tout le monde veut faire des COP maintenant, on fait des COP dans les régions, et finalement, comme disait McLuhan, le message is a message, c'est-à-dire que
c'est le spectacle qui devient un objet en soi, mais ce n'est pas du tout le cas. Il est indispensable que derrière les COP, il y ait des engagements qui se mettent en œuvre. Alors, nous, en France, on a une spécificité, on n'a pas beaucoup parlé de droit ici, mais vous connaissez la distinction peut-être entre le monisme et le dualisme en droit international, c'est-à-dire nous sommes un pays rare qui accepte, dont les tribunaux acceptent que le droit international s'applique directement, même quand il n'est pas transposé dans la loi nationale, lorsqu'il est suffisamment précis. Voilà. Et ce n'est pas le cas de tous les pays. Dans énormément de pays, il faut une translation du droit international dans le droit national. Et ensuite, on le décline dans l'application. Donc nous sommes un pays dans lequel le droit international compte beaucoup. On l'a vu dans l'affaire, le procès de l'affaire du siècle. Hein, voilà. Alors, mais il y a beaucoup de pays pour qui le droit n'engage que les États entre eux, le droit international, et n'est pas réellement approprié. Alors, la question de l'engagement des acteurs après les COP est une question absolument majeure. Et là, il y a les ONG, bien sûr, il y a la communauté scientifique, les experts, les personnalités. Je vais dire un mot des personnalités. Nous avons été très actifs au temps du commandant Cousteau, parce que c'était une figure. Quand le commandant Cousteau, qui était très connu aux États-Unis du fait de ses émissions, a dit qu'il fallait abandonner le traité d'exploitation de l'Antarctique, qui avait été signé, et qu'il fallait transformer l'Antarctique en réserve naturelle, ouverte à la science et à la conservation, les États ont suivi. Et donc, ça n'est pas le droit international, ça n'est pas l'ensemble des instruments de financement, etc. C'est une figure. C'est fondamental. Où sont les figures aujourd'hui qui peuvent entraîner? Greta Thunberg aussi. Greta Thunberg. Alors, elle a essayé, oui, elle a essayé. Nicolas Hulot aurait voulu être le successeur, certainement, du commandant Cousteau. Bon, ça n'a pas vraiment marché. Et alors, donc, la question de la mise en œuvre, de la mobilisation, elle passe par des canaux qui ne sont pas nécessairement des canaux officiels saisissables. Et des personnalités comme ça peuvent jouer un rôle, des figures morales. Le pape a essayé, ça n'a pas marché, hein, avec son encyclique. Alors comment s'assurer que l'ensemble des acteurs, le grand public, etc., vont suivre les multinationales? On a besoin qu'elles s'engagent. D'abord qu'elles renoncent à certaines activités, mais qu'elles s'engagent, parce qu'elles ont un poids absolument gigantesque dans le monde moderne. Et bien sûr, les grandes fondations. Nous manquons, je pense, de grandes fondations en France. Une de nos personnalités les plus remarquables, Laurence Tubiana, préside la Fondation européenne du climat. Bon, c'est une fondation européenne, elle est là, on est content qu'elle soit là. Et donc il y a aussi à innover sur la question de l'engagement. Bon, on essaye actuellement de faire des COP régionales. C'est une bonne idée, les COP régionales. Je vois la région Est, elle s'y est mise bien. On a besoin d'engager nos collectivités locales, et pour ça, il faudrait maintenir le fonds vert, hein, je le dis, plutôt que de le réduire de façon aussi importante, parce que le fonds vert les a intéressés. Et donc, le passage du local au global, avec des personnalités, c'est tout cet écosystème, comme on dit aujourd'hui, qui doit être mis en mouvement, et la diplomatie, je dirais gouvernementale, n'est qu'une des figures, enfin, qu'un des éléments. C'est fondamental, parce que ça donne le signal. Mais il est très important que cette mise en mouvement de la société se dynamise, et ça devrait être, je crois,
une des priorités de notre pays dans l'avenir proche, parce que le temps presse. Vous voyez, quand vous voyez par exemple l'impact de l'effondrement de la biodiversité sur l'agriculture, on voit quand même qu'on touche maintenant à des questions vitales dans l'interface entre activité économique, environnement, climat et biodiversité. Voilà. Alors, est-ce que nous pouvons espérer ce grand mouvement d'engagement de l'ensemble de la société? Ça reste une question. Ça reste une question. Moi, je pense que ce grand mouvement, on l'a ce soir, hein, avec plus de 150 personnes présentes au Lierre. On voit que ça continue quand même toujours à mobiliser. On n'est plus en 2015, on n'est plus en 2020. On a eu une vraie baffe aux élections pour ce qui est de l'écologie, et encore plus aujourd'hui avec le budget pour les investissements de l'État dans la transition écologique. Mais on est là, et les ONG sont là. Du coup, je te passe la patate chaude. J'ai l'impression que les ONG ont beaucoup de travail, ainsi que la société civile, peu importe ce qu'on met derrière ce terme. Sur l'objectif à long terme, en fait, c'est que d'abord à court terme, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en termes d'élections. Les élections présidentielles américaines vont nécessairement avoir un impact en fait, sur la diplomatie environnementale. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que l'Union européenne sera en capacité d'avoir le leadership qu'elle avait quand on était sur un scénario 1.0 de Trump? J'en suis pas certaine. Et la question de la France, vous connaissez tous notre situation actuelle, le risque dans 1 an, le risque dans 2 ans. Donc, sur la vision à long terme, on n'est plus en 2015, en effet, on n'est plus dans cette dynamique d'accord de Paris, d'objectifs de développement durable, du cadre de Sendai, où vraiment il y avait cette envie de travailler, je veux dire, collectivement. Et donc la question, c'est comment en fait on arrive, à mon avis, à créer ces poches, en effet, d'échange au niveau du Lierre. J'utiliserai peut-être même le terme résistance, parce que pour le coup, je pense que si on est sur un scénario Trump 2.0, là, pour le coup, c'est vraiment des questions de résistance, autant pour mes collègues qui travaillent aux États-Unis que nous, dans les négociations, etc. Pour ce qui est de la philanthropie, pour le coup, oui, si moi je fais une comparaison dans les différents endroits où j'ai travaillé, au niveau du Canada ou des États-Unis, c'est vrai que quand je suis rentrée en France, j'ai trouvé que le milieu de la philanthropie, en fait, n'était pas développé du tout. Il y a très peu, quand nous, on pense nos stratégies financières, finalement, il y a très peu de bailleurs vers qui se tourner. Et même si tout le monde veut organiser des COP et aller dans des COP, c'est pas le truc le plus sexy pour la philanthropie française. Donc c'est pas ce qui attire le plus. Donc en effet, le nerf de la guerre reste le financement pour les ONG. Donc se posera cette question-là. Et aussi se pose la question de la diversité. Au RAC, c'est pas un secret au niveau de la diversité. Enfin, si vous avez souvent des panélistes du RAC et on est essentiellement les mêmes profils, des personnes blanches qui ont fait des grandes études, soit en France ou en Amérique du Nord. Se pose aussi cette question-là dans la capacité à créer du lien et aller vers d'autres personnes. Je pense que c'est important de le noter. Et je pense qu'un travail important nous attend en termes de, en effet, quel est notre objectif collectif à long terme. Et je n'ai pas réellement de réponse. Mais par contre, beaucoup de motivation. Très intéressant la question de la diversité. C'est vrai que même au sein des COP, ça se voit en fait, même au sein des délégations françaises, etc. Et je pense que ça reflète plus globalement la question de l'engagement écologique et de comment est-ce qu'on va chercher plus généralement. Et donc peut-être ça nous amène aussi vers la question de la lutte contre la pauvreté et de comment est-ce qu'on en fait aussi une question sociale et solidaire qui peut mobiliser. Donc je te passe la parole sur le long terme. Adrien. Oui, alors je pense que la diplomatie devrait être guidée par les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par tous les pays et qui sont en passe d'être complètement ratés, enfin en grande partie ratés, on va dire. Parce que on pensait que la croissance des pays du Sud allait être suffisante pour réduire la pauvreté dans ces pays. En fait, la croissance n'a pas eu lieu. Et on se rend compte qu'on n'arrivera pas à réduire la pauvreté et mener tous les objectifs de développement durable sans solidarité internationale. Donc maintenant, il y a un nouveau mouvement. Donc je pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et que même si on ne doit plus compter sur les États-Unis dans un cas Trump 2.0,
on peut mener des coalitions sans eux, et l'Union européenne peut, et puis d'autres pays à haut revenu, avoir une action de redistribution mondiale, atteindre les 0,7% de PIB en développement, voire plus, et concentrer cette aide sur les pays les moins avancés. Et il y a un mouvement depuis 1 ou 2 ans pour une fiscalité internationale, avec l'Union africaine qui a obtenu la création d'une convention cadre des Nations Unies sur la fiscalité internationale, avec le Brésil qui pousse au G20 l'idée d'une taxe mondiale sur les milliardaires. Donc voilà, je pense qu'il faut aller dans ce combat maintenant d'une fiscalité juste au niveau mondial, avec redistribution mondiale. Tu as le mot de la fin, et c'est de finir sur une note positive après cet état des lieux. Voilà, à toi. C'est difficile. Plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il faut vraiment pas se limiter à dire la diplomatie française doit être guidée par les objectifs de développement durable, parce qu'en fait, dans les objectifs de développement durable, il y a tout et n'importe quoi. Tu peux vraiment justifier n'importe quoi. L'exploitation d'un puits de pétrole, bah, c'est de la croissance. L'exploitation des enfants, c'est de la croissance. Donc je pense que c'est dangereux comme formulation, parce que ça encourage un narratif selon lequel tout est compatible. Et en fait, c'est faux, et c'est aussi quelque chose qu'il faut dire aux COP. On ne pourra pas faire de la croissance de tous les pays et de garder un niveau de pertes et dommages qui fonctionne, qui permet aux gens de vivre dans tous les pays du monde. On ne pourra pas forcément conserver tous les habitats des populations indigènes. Alors, pardon, c'est la traduction de Indigenous People. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit la bonne traduction. Population autochtone, peut-être. Ouais, merci. On ne pourra pas conserver tous ces habitats, parce que de fait, il y en a déjà qui sont énormément menacés. Et donc, j'ai envie de dire que l'objectif pour la diplomatie française, c'est peut-être celui de porter une parole de vérité, ce qui ne veut pas forcément toujours dire ce qu'on a envie d'entendre. Par exemple, on a parlé au début de l'approche solidaire, la solidarité entre le Nord et le Sud. Bah, en fait, c'est quand même une question de mettre dans le même paquet la Chine, l'Inde et le Brésil, et les petits États insulaires. D'ailleurs, on parle toujours des petits États insulaires en développement, ce qui est une catégorie, un groupe de négociation à la COP, qui contient par exemple Singapour, les Seychelles, les Bahamas. Ça pose quand même question. Donc voilà, peut-être aussi d'avoir du discernement au-delà des approches politiques pour porter les bons combats. Néanmoins, c'est pas nécessairement facile de définir ce qu'est un bon combat, ce qu'est un État ambitieux. La COP, c'est une enceinte assez particulière où il n'y a aucune morale. Il n'y a pas de notion de ce qui est bien ou ce qui est mal. La seule notion de futur possible, c'est celle qui met tout le monde d'accord. Et donc, vous devez aussi accepter en fait que votre interlocuteur, il dira jamais oui à la sortie du charbon, il dira jamais oui à le triplement ou la multiplication par 200 des financements, parce qu'il a un mandat de négociation qui ne lui permettra pas de faire ça, et même au niveau politique, au plus haut niveau, que ça ne marchera pas comme ça. Ce qui veut dire qu'il faut trouver une voie de passage qui sûrement ne consistera pas à traiter tous les sujets climatiques par la COP, et qu'il faudra passer dans d'autres enceintes. Et peut-être l'objectif aussi pour la diplomatie française, ça peut être qu'il y ait des militants qui mettent une forte pression sur les négociateurs, et d'ailleurs y compris les négociateurs français. Mais je me souviens à Glasgow qu'on avait une présence militante très jeune, assez impressionnante, tous les matins. Certes, ça nous faisait arriver en retard à peu près tous les groupes de négociation, et il fallait se lever à 5h du mat pour traverser certains passages, mais c'était quand même quelque chose, et je pense que ça mettait aussi une forme d'ambiance. Donc les COP, ça peut quand même rester une enceinte de mise en valeur de certaines problématiques, de certaines initiatives, avec des personnalités qui viennent porter ces sujets-là. Je pense que c'est important. Un dernier mot, peut-être, le mot de résistance a été prononcé. Je pense que moi, je voudrais rendre hommage à l'équipe américaine de négociation sous Trump, parce qu'en fait, il y avait plein de gens qui étaient déjà négociateurs climat sous Obama et qui sont restés. Et je pense qu'ils n'ont pas passé des moments très faciles, mais néanmoins, ils ont quand même choisi de continuer à entretenir ces relations de confiance et de continuer à faire en sorte que les personnes qui représentent les États-Unis dans ce genre d'enceinte soient des personnes
avec qui on peut discuter et qui portent des positions permettant qu'on ait des accords qui soient trouvés à chaque COP. Et je ne sais pas très bien comment ce sera pour les équipes françaises de négociation dans les années à venir. Et j'ai probablement une pensée forte pour eux aussi, mais ça se révèle pas forcément facile. Un dernier mot peut-être sur la cohérence entre ce qu'on nous dit, le débat national et le débat international. Je suis toujours surprise de voir à quel point les ONG françaises sont actives sur le sujet de la finance climat. C'est vrai. J'ai eu des très longues discussions avec le RAC à l'époque, mais d'ailleurs pour une fois, le RAC a aussi changé d'interlocutrice depuis. Donc c'est presque une bonne nouvelle. Ça veut dire que le turnover n'est pas que chez nous, même si je pense que vous allez voir encore 50 négociatrices sur la finance climat. Mais où est ce débat-là au sein de l'Assemblée nationale ? Aujourd'hui, il y a 100 amendements sur la fiscalité qui s'appliquent aux voitures thermiques. Et il y en a, alors je suis plus précisément ces amendements, mais je pense qu'il n'y en a pas un seul sur le financement des pertes et dommages, par exemple. Ou sur la part de dons dans les financements français. Donc je pense qu'il faut aussi que, si ça vous intéresse, que vous ayez chacun et chacune un rôle mobilisateur auprès de la politique nationale pour qu'on ait quand même une cohérence entre la pression qui est mise sur la France dans les instances internationales et la pression qui est mise sur le gouvernement français au niveau national, parce que c'est aussi comme ça que ça avance. Je vais finir par une anecdote un petit peu marrante sur la politique RH autour des COP, et ça permettra de clore le cercle. Quand je suis arrivée dans les négociations climat, il y avait un négociateur très influent qui était sud-africain, qui était là depuis toujours, qui était là, je pense, avant les COP, qui avait écrit tous les textes. Et la première fois que j'ai fait une négociation avec lui, on n'était pas du tout d'accord. Donc à la fin de la négo, je suis allée le voir et puis je lui ai dit bon, on pourrait discuter. Et puis il m'a dit c'est pas la peine, you're just the new girl. T'es juste la nouvelle zouze, quoi. Je mets à peu près à ça et il est parti. Donc autant dire que lors de cette COP, on n'a pas pu beaucoup discuter. À la COP suivante, lorsque j'ai tenté la même chose, il m'a insulté. Donc c'est sûr qu'on n'a pas non plus... Mais je voyais ça comme une forme de progrès. Et puis il se trouve que l'année d'après, la France et l'Afrique du Sud ont pris conjointement la coprésidence du Fonds vert pour le climat. Et donc ça devenait mon homologue pour faire avancer cette institution qui représente 30 milliards de financement climat et qui est quand même un élément hyper important de l'action internationale sur le climat. Et on avait besoin de faire adopter un certain nombre de choses au conseil d'administration qui allait arriver. Mais ça faisait 2 mois qu'ils ne répondaient pas à mes mails, qu'ils me ghostaient sur WhatsApp. Voilà. Donc j'ai dû aller voir mes responsables à la Direction générale du Trésor pour leur dire que j'avais besoin de prendre un avion pour l'Afrique du Sud, dont les frontières étaient fermées, parce qu'on était en pleine crise de Omicron, pour avoir des réponses et pouvoir faire avancer cette institution dans laquelle la France avait déjà mis plusieurs milliards. T'es allée le chercher en Afrique. Je suis allée le chercher, on était à la limite du stalking. Et là, ils m'ont financé et on est allé visiter des vignobles. Et j'ai promené son chien sur la plage et brunché avec sa femme. Et ensuite, on a pu négocier. Mais c'est pour vous dire que l'investissement, en fait, il faut qu'il aille jusque-là. Parce que dans la politique RH où on est, sinon on n'a aucune chance. Et donc, j'incite vraiment les personnes qui vont se retrouver dans ce genre d'enceinte à aborder leurs homologues avec cette humilité de vous avez déjà vu tout ça. C'est sûr que je ne vais pas vous expliquer la vie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Oui, c'est un très bon conseil et une belle anecdote. Et je vais juste conclure avant de vous passer la parole en rebondissant sur ce que tu as dit sur le fait qu'en fait souvent les communiqués de presse ou en tout cas les relais presse des COP sont écrits avant même la COP, c'est-à-dire la France n'en a pas fait assez, la France toujours en dessous, les COP ne servent à rien, les COP stop ou encore, etc. Pourtant il y a des gens qui dorment 2 heures par nuit pendant 3 semaines, qui vont à l'autre bout du monde, qui font des sous-groupes ou des sous-sous-groupes sur des trucs très techniques avec des ordres du jour où on n'y comprend rien et qui continuent à pousser ça. Donc peut-être juste un hommage à ces collègues et sur l'importance de continuer, et c'est le but de cette note et de cette conférence, de leur donner les moyens et l'ambition et le soutien. Donc je ne sais pas si Michel Barnier est dans la salle, mais continue à donner des moyens à la diplomatie environnementale française. Et je crois qu'on en a certains représentants dans la salle ce soir et bien d'autres, et des étudiants aussi peut-être intéressés par ces sujets. Donc à vous la parole. Si ça vous convient, on peut faire peut-être 3 questions par 3 questions. Bonjour, donc je m'appelle Benjamin Bibas. Je suis entre autres journaliste et entre autres pour un média en ligne qui s'appelle Justice Info, et qui s'intéresse beaucoup à la justice internationale, y compris dans sa dimension environnementale, qui m'intéresse encore un peu plus.
notamment sur la façon dont ce média essaye de tisser les questions de droits humains et de droit environnemental. Alors justement, pour rebondir sur la remarque de Lucien Chabazon, on n'a pas beaucoup parlé de droit, et pourtant le droit a beaucoup son importance dans ces négociations climat, qui en créent aussi du droit. Et il y a eu plusieurs décisions juridiques importantes cette année concernant la justice en lien avec le climat, on va dire. Je pense notamment à la décision de la CEDH en mai dernier, suite au recours des aînés pour le climat en Suisse, qui est une sorte de recours, de super appel en fait, où les aînés pour le climat suisses qui avaient obtenu, qui s'étaient fait débouter dans leur pays, sont montés d'un cran géographique et d'un niveau juridique aussi pour obtenir une décision favorable à la CEDH. Et cette décision est assez précise. Elle dit la Suisse doit réduire beaucoup ses émissions de gaz à effet de serre et la Suisse doit participer beaucoup plus à la solidarité internationale pour le climat, et en termes de financement d'atténuation et en termes de financement d'adaptation, et peut-être même pour les pertes et dommages, j'ai plus ça en tête. Je suis désolé, c'est un petit peu long, mais le contexte a son importance. Excusez-moi. OK ? Il y a une autre décision qui est importante, c'est la décision sur le tribunal international de la mer. Je ne vais pas la détailler. Et une autre qui concerne davantage la Corée du Sud. Ça peut paraître lointain, mais il n'y avait pas de décision en ce sens qui contraignait des États dans un grand pays, dans un pays riche asiatique auparavant. Je pense que la France est directement concernée par la décision de la CEDH, est directement concernée par l'avis consultatif du tribunal international sur la mer, parce que la France est le deuxième domaine maritime du monde. Et donc la question, c'est dans quelle mesure ces décisions s'imposent-elles aux équipes de négociation climat de la France aujourd'hui et de l'Union européenne, la CEDH étant une institution pan-européenne qui s'impose aussi, du coup, aux pays de l'Union européenne. Et cette question s'adresse davantage, bien sûr, à Clémence Boulanger et à Aurore Bivas, qui est ma quasi-homonyme. Bonjour, Laetitia Vial, je suis bénévole Fresques du Climat et Shifters. Et j'ai une question pour respecter l'accord de Paris et respecter le scénario que décrit le GIEC, scénario Shared Socio-Economic Pathway 1.9, en fait, qui suppose la neutralité carbone en 2050. On a un budget restant à émettre, en fait, qui correspond à peu près au puits déjà en exploitation, puits de pétrole et de gaz déjà en exploitation. Est-ce que vous pensez qu'il y a un mandat qui pourrait être ouvert pour négocier un traité de non-prolifération des énergies fossiles qui seul en fait garantirait le respect de l'accord de Paris? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on a bien conscience en fait, des conséquences du non-respect de l'accord de Paris en termes d'atténuation qui va devenir de plus en plus compliquée? On pense effectivement à la montée des eaux et toutes les tragédies à l'horizon qui sont prévues. Donc, et pour finir, je suis sensible à ce que vous disiez sur les figures d'autorité. Je voudrais citer, penser ce soir à Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du rapport du GIEC groupe 1, qui a fait un travail extraordinaire et que, vous disiez, on va fêter les 10 ans de l'accord de Paris. Est-ce qu'un traité de non-prolifération des énergies fossiles est envisageable et est urgent? Est-ce que, comment ça peut arriver? Si, donc, Didier Babin, donc je suis... Lucien a mentionné que j'avais contribué à la création d'IPBES, donc je connais rien au climat, je suis spécialiste des négociations de la Convention sur la diversité biologique, et demain je pars pour Cali pour être dans la délégation, non pas de la France, mais de l'Union européenne. Donc je suis un peu un traître dans cette salle. Je voulais juste donner quelques éléments, parce que là on a beaucoup parlé de climat, et je pense qu'il manque des choses sur la biodiversité qui, à mon avis, en termes de diplomatie environnementale, sont fondamentales. La première chose, c'est que la France est un pays méga divers. Et ça, on l'oublie. On est le 17e pays en termes de diversité biologique, juste quasiment ex aequo avec les États-Unis. Tous ceux d'avant sont des pays en développement. On est les premiers pays développés à être méga divers. Et ça, c'est quoi?
c'est essentiellement dû à nos territoires outre-mer. Et on oublie très souvent dans les négociations internationales, et moi j'ai fait toutes les COP depuis 2001 de la Convention sur la diversité biologique, hein, tous les substats, tous les SBI, etc. Et les négociateurs français oublient très souvent qu'ils sont à la fois un pays du Sud et un pays du Nord. Et il faut réussir à avoir une position entre les deux. C'est pas facile. L'autre chose qui me semble, moi... Pardon ? Par exemple, sur la biodiversité, les pays du Sud sont très intéressés par la manière dont on va exploiter et tirer parti des ressources génétiques. C'est arrivé dans les délégations françaises qu'on ait deux positions totalement opposées. Une qui était typique des pays du Nord, qui était représentée par le ministère de l'Agriculture, et une typique des pays du Sud, qui était le ministère de l'Écologie. Voilà, et très souvent, c'est comme ça. Donc, il faut aller chercher des alliés ailleurs. L'autre chose, en termes de diplomatie environnementale, je pense qu'il faut avoir du temps. La négociation d'IPBES, le lancement par Chirac de cette idée d'avoir un GIEC de la biodiversité, c'était 2005. On a eu 3 ans de consultation complètement tous azimuts avant de commencer à négocier très sérieusement, et on a abouti en 2012. Et au niveau des 3 premières années, ça a coûté 800 000 €. Donc il faut investir si on veut rencontrer les gens, si on veut faire un certain nombre de choses, il faut du temps. L'autre chose qui me semble, moi, fondamentale, c'est que la diplomatie française, elle est regardée de manière pas très positive. Peut-être que dans les délégations, vous l'avez déjà ressenti, mais très souvent, on est pris comme des donneurs de leçons. Alors on a souvent des très bonnes idées, mais j'allais dire, faut peut-être trouver un moyen de les faire passer, qui ne soit pas simplement dire, voilà, nous, la France, on a la meilleure idée du monde. C'est arrivé avec Fabius, c'est arrivé avec plein d'autres idées, et on s'est fait bananer parce qu'on était, à mon avis, un peu trop prétentieux. Et l'autre chose qui est importante, je ne sais pas si c'est le cas dans les conventions climat, dans les COP climat, dans la biodiversité, les négociations ne se font pas à la COP. Hein. Elles se font au minimum dans les SBI, si ce n'est dans les substats, si ce n'est dans les groupes ad hoc qui ont eu lieu 3, 4, 5 ans avant. Donc là où il faut investir, c'est 3, 4, 5 ans avant, où il faut envoyer les experts, il faut envoyer les scientifiques. Et ça coûte de l'argent, puisqu'on ne va pas être financé par ces conventions-là pour envoyer des scientifiques ou des experts français. Donc les dernières négociations, la nuit ou à 4 heures du matin, on va changer 3 virgules, c'est pas là l'important. L'important, il est bien en amont. Si on veut traiter d'un certain nombre de sujets très sérieux, il faut s'y prendre longtemps avant, et il faut s'y prendre avec l'ensemble des acteurs, pas simplement les partis, mais les COP, maintenant, c'est un salon du climat, salon de la biodiversité. Moi, je suis en direct avec mes collègues. Tout se passe dans les couloirs, tout se passe dans les side events. Il ne se passe plus rien dans les négociations. Ça se passe en dehors. Alors, j'arrive à ma question. Après 22 ou 23 ans de négociations sur la biodiversité, j'ai l'impression que la question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas dans ces enceintes de négociations-là. Elles sont ailleurs. Depuis 4-5 ans, nous, on est pollués par la géopolitique. C'est-à-dire qu'on a des débats qui ne sont plus techniques, qui ne sont plus scientifiques, qui ne tiennent plus à l'environnement, qui tiennent à de la géopolitique. Et je pense que la négociation de la diplomatie environnementale, elle devrait se traiter là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le commerce et sur un certain nombre d'autres questions, quoi. C'est pas simplement dans nos conventions très techniques qu'elles vont se régler. C'est, à mon avis, voilà. Et une toute petite dernière chose, parce que j'ai participé à la rédaction des ODD, parce que j'étais à l'époque au PNUE, je pense que c'est très important d'envoyer des diplomates français ou des scientifiques comme moi ou autres dans les instances internationales, aux Nations Unies et ailleurs, parce que c'est là aussi où on peut faire bouger les choses. Et je pense qu'il ne faut pas oublier... des fois, on est un peu... Comment dire, on oublie ce qui s'est passé avant 2015, parce qu'en France, on a cru que tout commençait en 2015. Non, ça a démarré dans les années 70, avec Michel Baptiste à l'UNESCO, avec le programme Marine Biosphère, par exemple. Voilà. Et je pense qu'il faut véritablement garder en tête l'histoire
on fait des grands pas en arrière sur la Convention sur la diversité biologique. Les objectifs qu'on avait en 2002, qui étaient de stopper la perte de biodiversité en 2010, on les a complètement revus en 2022, 20 ans après, et on les a repoussés à 2050. Donc on n'a pas fait d'énormes progrès. Voilà, il faut le garder en tête. Et les ODD, ce n'était pas fait pour négocier tout et n'importe quoi, c'était d'abord pour avoir une cohérence au niveau du système des Nations Unies. Et la seule personne qui a vraiment négocié à l'époque, parce que tous les Français étaient branchés climat, c'était Pascal Canfin, qui était le négociateur pour les ODD à New York. Et voilà, faut se rappeler pourquoi les ODD ont été faits. Ils ont été faits pour mettre en ordre les Nations Unies d'abord. Rappel utile et surtout merci également. C'est vrai que par les intervenants ce soir, on avait une connotation plus climat, mais c'est vrai que la COP est ouverte, la COP biodiversité est ouverte cette semaine. Donc merci beaucoup d'avoir pris ce temps de rappel qui, je pense, est très instructif. Peut-être Lucien Chabasson, la première question est pour toi. Donc ok, je parlerai aussi. Reformuler, donc c'est la question de comment en fait on a eu tout ce mouvement de la climate justice avec les prétoires qui se sont adressés de cette question climatique. On a pu voir en France l'affaire du siècle, notre affaire à tous, mais ça a essaimé dans des pays entiers. On a eu des belles affaires, des belles décisions, notamment aux États-Unis avec l'affaire Juliana, aux Pays-Bas avec l'affaire Urgenda. Est-ce que finalement ce mouvement de justice climatique, cette utilisation du droit comme levier, est-ce que tu penses qu'elle a encore un impact dans les COP? Dans les COP, je ne sais pas, mais à l'extérieur, certainement. Elle a un impact dans les pays qui connaissent un état de droit. Et donc, ce ne sont pas tous les pays. Alors, en Europe, on a la Convention européenne des droits de l'homme qui étend, disons, son champ aux questions d'environnement, avec la notion de droit à l'environnement, etc., de droit humain à l'environnement. On a une instance judiciaire qui est la Cour de Strasbourg, donc c'est très puissant. Et puis il y a aussi la Cour européenne de justice qui joue son rôle. Alors l'affaire de la Suisse, elle est très intéressante et elle a un impact parce qu'elle concerne la totalité des pays adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme et qui ont accepté la juridiction de la Cour européenne. La Suisse en est très marquée d'ailleurs, et c'est une véritable injonction pour la Suisse à agir. Alors dans la doctrine, il y a des débats, en France en particulier, sur la portée des décisions juridictionnelles qui touchent non pas à des décisions ponctuelles, mais à des politiques. C'est-à-dire quand, par exemple, l'inaction climatique, donc ça met en cause une politique. Et il y a quand même des discussions dans la doctrine pour savoir si les juridictions peuvent efficacement mettre en cause, non pas des décisions ou des absences de décisions, mais des politiques dans leur globalité, étant donné que, par exemple, pour la question climatique, les États ne sont pas seuls responsables de l'action climatique. Il y a aussi les collectivités locales, il y a les entreprises, etc., les ménages aussi. Et par conséquent, condamner les États pour inaction climatique n'engage pas nécessairement les autres acteurs. Donc il y a des discussions dans la doctrine là-dessus. Mais il n'empêche que la direction, c'est quand même une emprise croissante de l'ensemble des juridictions internationales sur l'action ou sur l'inaction climatique. À quoi s'ajoute la connexion avec les droits de l'homme? Ça prend de l'importance, pas seulement en Europe, mais aussi au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui de plus en plus étend la question des droits de l'homme ou la question environnementale, le droit à un environnement sain, ce que nous avons mis dans la charte de l'environnement en France. Et c'est en train de prendre corps. Alors, il y a énormément de pays réticents et qui voient d'un très mauvais œil la question des droits de l'homme s'étendre à l'environnement.
Par exemple, un pays comme la Russie, on l'avait beaucoup vu dans la discussion du pacte global pour l'environnement, il a toujours défendu une approche technique de la question environnementale. C'est-à-dire ce sont des standards, des règles sur les rejets, etc. Et un refus de tout ce qu'ils appellent politisation de l'environnement. Et dans la politisation de l'environnement, il y a la question de reconnaître les droits de l'homme à l'environnement. Donc il y a des désaccords très importants entre pays sur cette extension que nous connaissons en Europe. Alors, pour le tribunal de Hambourg, donc il a pris des décisions. Là, c'est le tribunal de la mer. Il a pris des décisions importantes ces derniers temps. C'est heureux, je trouve. Il était temps que ce tribunal, disons, s'impose par rapport à la Convention du droit de la mer ou d'autres accords internationaux relatifs au milieu marin. Bon, ça me paraît aller dans la bonne direction. Et reste la Cour internationale de justice, qui est quand même une autorité juridictionnelle suprême. Elle se cherche encore sur ces questions. Et évidemment, là, il y a toute une série de pays que j'ai mentionnés, parce que derrière la Russie, il y a énormément de pays qui sont en désaccord avec toute immixtion de juridiction internationale dans ce domaine. Voilà, donc c'est une question, en fait c'est une très grosse question aujourd'hui et qui va connaître de grands développements. Moi j'ai confiance dans le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme pour faire avancer la question à Genève. Je pense qu'il est, il est sur une voie positive et seules les Nations Unies peuvent arriver à réconcilier les différents points de vue de la communauté internationale. Donc l'Europe ne peut pas seule, avec la Cour européenne ou avec la Cour de Strasbourg, tôt ou tard, si elle va loin, si nos juridictions européennes vont loin, on aura les réactions qu'on a devant le Green Deal, disant on s'avance trop, on met nos industries en difficulté, les autres n'en font pas autant. Et on aura ce débat en Europe qui actuellement est en train de très mal tourner. Bon, on est en train de démolir les acquis du Green Deal, il faut bien voir, jour après jour. Et on n'a pas encore vu le nouveau Parlement européen. Bon. Et voilà, donc pour les Européens, il est indispensable d'élever au niveau multilatéral la vision qu'ils ont des questions environnementales et le faire sans l'arrogance dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. C'est très très important et il faut rappeler, parce qu'on ne l'a pas dit là, je termine par là, que notre diplomatie, elle est quand même dans le concert européen et que dans les conventions, la plupart du temps, l'Europe ne parle que d'une voix et que l'Europe passe son temps entre 6h et 8h du matin, midi et 2h, 6h du soir et 8h à se concerter, pendant que les autres font les couloirs et essayent d'imposer leur vue. Donc c'est pas facile l'affaire de là. Normalement, ce soir, on aurait dû aussi discuter interrelations entre diplomatie française et diplomatie européenne, parce que ça fonctionne quand même largement comme ça, et ça complique considérablement disons, le potentiel de négociation des Européens. On passe quand même beaucoup d'énergie à se coordonner entre soi, voilà. C'est un excellent point. Je pense que le fait qu'on en ait si peu parlé, même si ça a été mentionné avant, reflète qu'on a toujours, et c'est le cas pour l'ensemble de la diplomatie française, je pense, une vision très régalienne de la diplomatie et une difficulté à s'insérer dans le tissu européen. C'est d'ailleurs une des recommandations de la note. Penser européen avant de penser français sur ces sujets. Alors peut-être je te passe la parole sur la question de la négociation d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Alors ouais, il faut voir ce qu'on entend par traité de non-prolifération des énergies fossiles. Il y a cette initiative qui a émergé de la société civile qui recouvre différentes choses. Si on prend ça au pied de la lettre, ça va clairement pas suffire. Enfin, les fossiles ont déjà largement proliféré, donc si on interdit toute nouvelle exploitation, parce que là, ce que vous avez dit, c'est que si on exploite à fond tout ce qu'on a déjà ouvert en termes de gaz et pétrole, on est après sur le budget carbone qu'on s'est fixé, sauf qu'il y a le charbon. Donc en fait, si on exploite à fond les trois, on dépasse largement ce budget carbone. Donc
La proposition du traité de non-prolifération va plus loin. Elle dit que chaque pays doit fermer ses puits, ses mines de charbon, etc. À une certaine date, et que les pays les plus riches doivent fermer leurs puits plus tôt. Le truc, c'est que les pays les plus riches, c'est États-Unis, Arabie Saoudite, Russie. C'est aussi des pays qui sont les moins susceptibles d'être ambitieux sur la question climatique et donc d'accepter ce traité. Donc certaines personnes disent on n'a qu'à payer ces pays. On va payer l'Arabie Saoudite pour qu'elle arrête d'exploiter du pétrole. On va payer la Chine pour qu'elle arrête d'exploiter du charbon. Et là, en fait, même sans les payer, même si ces pays acceptaient de fermer leurs puits gratuitement, ce qui se passerait, c'est une hausse du prix des énergies fossiles qui serait payée par les consommateurs. Et donc les premiers à payer, donc, aux premières lignes seraient les pays du Sud sans ressources. Prenez un pays comme l'Éthiopie, il serait très négativement affecté par un tel traité, contrairement au traité de sortie des fossiles que je proposais, qui est plus réaliste parce qu'il peut se faire sans les plus gros et les plus méchants, pour aller rapidement, et parce qu'il compenserait les pays vulnérables grâce au transfert. Donc en fait, un traité de non-prolifération, ça pourrait marcher seulement s'il y a d'énormes transferts en plus de ça, nord-sud. Et c'est d'ailleurs ce que certains proposent, mais de façon assez vague finalement, dans les gens qui se battent pour ça. Et donc pourquoi pas dans ce cas-là. Mais encore une fois, il faudrait des transferts encore plus élevés que ce que je proposais tout à l'heure avec le traité de sortie des fossiles. Et donc c'est moins réaliste, je pense, politiquement. Merci beaucoup. Et peut-être tu peux rebondir aussi sur ce qu'on disait sur les comparaisons entre les enseignes biodiversité et climat et la nécessité d'anticiper la mobilisation pour ne pas arriver aux négociations en ayant trop d'attentes parce que ça se construit sur le long terme. Et peut-être aussi sur les ODD, parce que je pense que c'était... Sur la nécessité d'anticiper, je pense que c'est tout à fait vrai. Et il faut... Quand on regarde par exemple la discussion sur les pertes et dommages, elle a commencé avant 2015. C'est vrai qu'il y a eu des choses avant 2015 et qu'on l'oublie. Bon, moi, j'étais pas née, mais il y a des gens ici qui le savent. Et elle a commencé avant 2015 et il y avait toute une coalition d'États qui avait ces buts de guerre. Ça a ensuite été poussé dans à peu près toutes les COP qui ont suivi Paris, avec la création du mécanisme international de Varsovie, puis du réseau international de Santiago, puis de la task force sur les pertes et dommages, je crois, et ensuite ce fonds sur les pertes et dommages. Donc c'est hyper important qu'on ait effectivement cette vision-là de long terme. Et pour autant, ça rentre en contradiction avec la sorte d'urgence qu'on ressent et qui ne donne pas l'impression qu'on peut négocier la sortie des énergies fossiles ou un traité comme ce que tu disais, Adrien, à long terme. Je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit sur la géopolitique. C'est tout à fait vrai et on le sent bien quand on est dans une COP, qu'on est dans une instance onusienne, comme vous l'avez évoqué, que c'est hyper important que l'accord de Paris il s'est fait grâce à des accords géopolitiques entre les États-Unis et la Chine et que cette dimension ne doit pas être oubliée par tous ceux qui participent et toutes celles qui participent à ces discussions-là. Et puis peut-être sur les décisions de droit international et comment elles s'imposent aux négociations. En fait, j'ai envie de demander comment s'impose-t-elle à nos politiques nationales aussi, à notre représentation nationale, parce qu'en fait, l'équipe climat française part avec un mandat qui est d'abord français, puis européen. Et donc, comment s'impose-t-elle aussi à ces instances-là ? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je veux réagir sur plusieurs points, sur le fait que beaucoup de choses se passent en dehors des COP, en effet. Mais la question, c'est qui est autour de la table, du coup ? Parce que dans les COP, on essaye d'avoir tous les pays. Bon, les tailles de délégation sont très différentes, mais c'est aussi ça qui se joue. C'est-à-dire que est-ce que les plus concernés sont vraiment là au moment où il faut prendre une décision. On entend beaucoup les questions de moyens, il faut se donner les moyens, le temps pour envoyer notamment les délégués français, mais c'est pareil pour des délégations au niveau du Sud. Et je ne suis pas certaine au niveau ONU, je crois qu'ils financent 2 délégués pour les pays du Sud. En soi, 2 délégués, quand on a 30 sujets de négo en parallèle, ça ne va pas marcher à un moment donné.
Sur l'aspect traité, j'aimerais qu'on revienne également sur en fait, ce qui s'est décidé à la COP28, parce qu'on est quand même battu pour arriver sur un vocabulaire qu'on peut critiquer, mais le transitioning away from fossil fuels, c'est quand même quelque chose d'intéressant sur lequel on peut capitaliser, à mon avis, en termes de sortie des énergies fossiles. Le triplement du renouvelable posera nécessairement la question de où est-ce qu'on va aller chercher les minerais pour arriver à ce triplement d'ici à 2030 et le doublement de l'efficacité énergétique. Et au niveau de l'initiative côté société civile, il y a quand même des pays qui se sont déjà engagés. Et pour ce qui est de financer des pays pour qu'ils évitent d'utiliser justement ces énergies fossiles, il y a des think tanks qui travaillent dessus et qui accompagnent notamment les ONG et qui peuvent aussi accompagner au niveau des délégations des pays et de force de proposition. Donc je pense qu'il y a aussi des choses à faire là-dessus. Et du côté, au niveau de tout ce qui est justice, et notamment la Cour internationale de justice, et l'avis consultatif qui est attendu, moi j'aimerais aussi qu'on questionne la crédibilité. Le problème, c'est ça qui va s'en venir sur les derniers avis consultatifs de la Cour internationale de justice, notamment à ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, qui a une influence sur les négociations. En fait, quelle crédibilité on donne encore à nos institutions internationales en termes de justice internationale? Et ça va vraiment avoir un impact sur les négociations climat même de cette année. C'est assez passionnant en fait. Si je peut-être pour bien comprendre, l'idée c'est qu'en fait la perte de crédibilité des instances de l'ONU en général, notamment sur les enjeux actuels au Proche-Orient, va impacter la crédibilité des enceintes onusiennes. Ok, bon, c'est très intéressant. Malheureusement, je vois que les bouteilles sont déjà sorties et donc je crois que malheureusement, parce qu'on ne pourra pas prendre plus de questions. Du coup, je ne peux que vous inviter à continuer le débat autour du pot, à continuer à en débattre. Si certains ont été inspirés ce soir et souhaitent rejoindre le groupe thématique du LIER sur la diplomatie internationale, on va prendre toutes ces idées, on va les développer et on va continuer à construire et à influencer autour de ce premier événement. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec le LIER incarné par Adam, bien sûr, pour en parler. Je vous remercie très sincèrement de votre présence ce soir et de la qualité des débats. C'était vraiment passionnant. Merci de vous être rendu disponible.